Routes, égouts, bâtiments, électricité, Wi-Fi, ce ne sont là que quelques exemples des infrastructures qui font tourner le monde. Ces structures et ces systèmes nous permettent de profiter pleinement de notre vie moderne. Aujourd'hui, on va découvrir comment tout cela est construit. Enfilez vos casques et vos gilets jaunes et envolez-vous avec nous depuis les gratte-ciels jusqu'au point aquatique pour découvrir des infrastructures les plus incroyables du monde et les méthodes fascinantes utilisées pour les construire. Modifier la Manche. Bien que l'Angleterre et la France soient deux pays très différents, ces nations voisines ne sont séparées que par 34 km. Les falaises blanches de Douvres et les plages de Calais étant directement reliées par le tunnel sous la Manche. Alors que la construction d'un tunnel ou d'un pont sûr reliant la Grande-Bretagne et la France a longtemps été considérée comme impossible, les choses ont commencé à bouger en 1866. Un ingénieur civil nommé Henri-Marc Brunel découvrit une couche stable de marne crayeuse sous la Manche. Ce matériau rocheux a une faible perméabilité à l'eau et ne présente généralement pas de cavité, ce qui le rend parfait pour le creusement de tunnels. Soudain, la construction d'un tunnel sous la Manche devint possible. Cependant, en raison des tensions historiques entre la France et l'Angleterre, les deux guerres mondiales et du manque de financement, le projet fut mis en suspens. Finalement, dans les années 1980, les gouvernements français et britanniques ont finalisé un projet commun pour la construction du tunnel. Comme si la construction d'un tunnel sous-marin n'était pas déjà assez compliquée, ils ont décidé d'en construire 3. Le projet prévoyait la construction d'un tunnel ferroviaire dans chaque section, avec un tunnel de service entre les deux. Ce projet de triple tunnel a coûté 5,8 milliards de dollars et la construction a commencé en 1988. Ces tunnels ont tous été creusés de la même manière. Les ouvriers français et britanniques utilisaient des tunneliers pour creuser en se rapprochant les uns des autres depuis leurs pays respectifs. Lorsqu'elles sont utilisées, ces machines de 1100 tonnes comme celles que l'on voit ici sont automatiquement poussées vers l'avant à l'aide de vérins hydrauliques, leurs foreuses gérantes creusant la terre. Elles excavent également automatiquement la terre ou la roche, la transportant vers l'arrière sur un tapis roulant pour être évacuée. De plus, les tunneliers utilisés pour creuser le tunnel sous la Manche étaient des tunneliers blindés, ce qui signifie qu'ils pouvaient également construire des parois du tunnel au fur et à mesure de leur avancée, en installant des segments de béton pour empêcher le tunnel de s'effondrer. Les équipes françaises et britanniques ont utilisé des systèmes de positionnement par satellite pour suivre leurs coordonnées pendant le creusement, afin de s'assurer que leurs tunnels se rejoignent au milieu du canal avec une marge d'erreur de seulement 1,8 cm. Les ingénieurs devaient également s'assurer que le tunnel reste dans la couche de marne crayeuse, creusant parfois jusqu'à 75 mètres sous le niveau de la mer. Après 2 ans et demi de travaux, les côtés français et britanniques ont enfin été reliés et les ouvriers français et anglais se sont serrés la main au milieu du fond marin. Le grand creusement était terminé, mais le travail n'était pas fini. Il fallait maintenant installer les voies ferrées et les systèmes électriques du tunnel afin de rendre l'infrastructure praticable. Une fois tout cela installé, le tunnel achevé mesurait 50 km de long, ce qui en faisait le plus grand tunnel sous-marin de tous les temps. Aujourd'hui, cette incroyable prouesse technique permet de relier Douvres à Calais en seulement 35 minutes, permettant aux voyageurs de prendre leur petit déjeuner dans un café parisien et leur déjeuner dans un pub anglais, le tout dans la même journée. Finternet. Ah, Internet, un monde de mèmes, de danse TikTok et d'achats en ligne. Le tout accessible grâce à des routeurs Wi-Fi, des satellites et un gigantesque réseau sous-marin de câbles en fibre optique. Et ouais, le cloud ne flotte pas toujours dans le ciel, car une grande partie de notre cher Wi-Fi est en réalité fournie par 1 200 000 km de câbles qui courent sous l'océan. La prochaine fois que vous regarderez Netflix, vous regarderez peut-être le dernier épisode de la saison depuis l'autre bout du monde grâce au plus long câble qui s'étend sur 38 000 km autour du globe et dessert plus de 33 pays, dont l'Allemagne, l'Inde, l'Australie et la Chine. Ces câbles ultra rapides recouverts de plastique et d'acier peuvent transférer jusqu'à 340 téraoctets de données par seconde, soit plus de 25 millions de fois plus vite qu'une connexion Internet domestique moyenne. Ces vitesses élevées sont dues à la structure des câbles en fibre optique. Grâce à leurs propriétés réfléchissantes, internes quasi parfaites, ces tubes en verre ou en plastique peuvent transporter la lumière sur des distances extraordinaires, jusqu'à des capteurs situés à l'autre bout, permettant le transfert d'informations par des flashs ultra rapides correspondant à un code binaire. Dans des conditions contrôlées, les câbles en fibre optique ont pu transférer des informations à 99,7% la vitesse de la lumière, soit environ 1,077 milliards de km/h. Impressionnant, non? Cependant, la manière dont ces câbles Internet transocéaniques sont installés n'est pas aussi rapide. Les câbles sont déroulés à l'arrière d'un navire à une vitesse de 10 km/h, les bateaux naviguant simplement sur une route préétablie et laissant tomber Internet dans les eaux derrière eux. À mesure que les bateaux se rapprochent du rivage, ils recouvrent les câbles d'une armure afin de les protéger.
En général, les câbles situés au milieu de l'océan sont en sécurité, maintenus en place par leur propre poids. Mais parfois, les ancres, les ouragans et les tremblements de terre peuvent les endommager, coupant ainsi votre connexion Wi-Fi au milieu d'un épisode de votre série préférée. En 2014, un requin a même été filmé en train de mâchouiller l'un des câbles à fibre optique de Google. On parle là de gigaoctets. Mobile Homes. On pense souvent à des gros camping-cars quand on entend mobile home, mais parfois les urbanistes doivent trouver un moyen de déplacer des bâtiments normaux sans les démolir. En 1929, la compagnie de téléphone Indiana Bell voulait construire un siège plus grand, ce qui aurait normalement impliqué de démolir un de ses anciens bâtiments. Cependant, elle s'est rapidement rendue compte que la démolition du bâtiment couperait le service téléphonique d'une grande partie de ses clients. Kurt Vonnegut, l'architecte de la société et, par hasard, le père du célèbre écrivain du même nom, a alors eu une idée alternative. Au lieu de démolir les bureaux, pourquoi ne pas simplement soulever le bâtiment de 10 000 tonnes et le déplacer, afin de libérer de l'espace pour agrandir les bureaux? Au lieu de licencier immédiatement ce fou, ils ont suivi son conseil et ont utilisé des vérins hydrauliques de 75 tonnes pour soulever le bâtiment de 6 mm sans le toucher, avant de placer des centaines de rouleaux en bois fins sous la structure. Les ouvriers ont ensuite pu utiliser les vérins pour pousser le bâtiment à une vitesse de 38 cm/h, en plaçant de nouveaux rouleaux de bois devant lui au fur et à mesure qu'il avançait. Étonnamment, l'entreprise a non seulement réussi à déplacer le bâtiment sans couper les lignes téléphoniques, mais elle a également réussi à maintenir le bureau pleinement opérationnel. Elle a utilisé des matériaux flexibles pour allonger toutes les conduites de gaz, d'eau et d'égout, assurant ainsi la continuité du service dans les bureaux. Pour les employés d'Indiana Bell, c'était un travail habituel, les employés de bureau allant et venant pendant le déménagement, tandis que la vue depuis leur bureau changeait lentement. Au bout de 34 jours, le bâtiment avait été tourné de 90 degrés, créant un espace derrière le bâtiment d'origine que les architectes ont utilisé pour embellir leur bureau, agrandissant ainsi le bâtiment pour en faire un siège social beaucoup plus spacieux. Ouais, c'est une véritable métamorphose. Bureau avec drive. Au cours des années 90, l'un des projets d'infrastructure les plus étranges au monde a vu le jour. Vous avez sous les yeux le Gate Tower Building à Osaka au Japon. Une autoroute serpente au 5e et 6e et 7e étage du bâtiment, et ce gratte-ciel surréaliste n'existe que grâce à une querelle insignifiante entre le gouvernement d'Osaka et le propriétaire du terrain. Dans les années 80, le quartier était rempli d'immeubles, de bureaux anciens et délabrés, et le propriétaire foncier et le gouvernement d'Osaka avaient tous deux de brillantes idées pour rénover le terrain. Le propriétaire voulait construire son propre gratte-ciel, et le gouvernement voulait construire une autoroute à travers le quartier, le terrain marquant l'emplacement d'une bretelle de sortie cruciale. Le propriétaire a refusé de vendre le terrain au gouvernement et le gouvernement a refusé de modifier ses plans, déclenchant ainsi une dispute qui a duré 5 ans et qui s'est terminée par un compromis architectural vraiment bizarre. L'autoroute passerait à travers le gratte-ciel. Le Gate Tower Building a satisfait les deux parties, mais sa construction a nécessité l'utilisation de méthodes assez innovantes. Le bâtiment a d'abord été construit jusqu'au 5e étage, où les travaux ont été interrompus pour permettre la construction d'un pont au-dessus. Une fois ce pont mis en place à l'aide de grues pièce par pièce et finalement achevé, le reste du bâtiment a été construit autour, le scellant et transformant la route en tunnel. Puis, pièce par pièce, avec des panneaux de verre et des poutres en acier, le tout assemblé à l'aide de rivets et de boulons, le reste du gratte-ciel a été construit normalement, enfin, à l'exception de la route qui le traverse bien sûr. Grâce à cela, les ascenseurs circulent à l'extérieur du bâtiment vers les étages 5 à 7 et ne contiennent que des escaliers et des machines. Je sais ce que vous vous dites, travailler à côté d'une autoroute ça doit être un cauchemar. Mais en fait, les supports en forme de pont du tunnel font que la route n'est pas en contact avec le bâtiment, et les murs autour de la route sont remplis d'une structure de revêtement insonorisé. Ça signifie que le tunnel est effectivement insonorisé et que la route ne dérange pas du tout les employés de bureau. Au contraire, cela facilite même un peu leur trajet quotidien. Circus City. Embarquons maintenant dans une gondole pour descendre vers Venise en Italie. Avec son réseau de canaux et de ponts, Venise est connue comme la ville flottante et pour cause. Les îles de la ville reposent sur 10 millions de pilotis en bois enfoncés dans le fond marin. Les sols sous les 120 îles de Venise sont boueuses et gorgées d'eau, ce qui est terrible pour la construction. Lorsque la construction de Venise a commencé au 5e siècle, les architectes ont résolu ce problème en enfonçant des millions de pieux de bois de 6 mètres dans le sol, compactant ainsi la boue gorgée d'eau pour créer une fondation plus solide pour leur ville. Venise repose aujourd'hui sur ces mêmes pieux en bois et, chose incroyable, au lieu de pourrir ou de s'user au fil des ans, ils sont devenus plus solides. La boue épaisse sous la ville est presque totalement étanche, ce qui empêche les pieux enfoncés dans le sol de pourrir. La boue contient également des sédiments minéraux qui ont été naturellement absorbés par les pieux, durcissant le bois au fil du temps.
Cet effet est si remarquable que lorsque ces rondins ont été déterrés et examinés lors de projets de restauration et de construction, ils ont été comparés à de la pierre solide. Ces fondations ont permis à Venise de devenir l'une des villes les plus emblématiques au monde. Mais ces anciens pilotis ne peuvent retenir l'océan que pendant un certain temps, car toute la ville s'enfonce lentement dans l'eau. L'élévation du niveau de la mer, le déplacement des plaques tectoniques et les dommages structurels contribuent à l'enfoncement. Et bien que les Vénitiens soient habitués aux inondations annuelles pendant une période appelée Aqua Alta, ces inondations sont de plus en plus fréquentes et destructrices. Certains scientifiques prédisent que la ville entière pourrait être submergée d'ici 2100. Si vous souhaitez découvrir l'infrastructure unique de cette ville flottante, vous devriez donc vous y rendre avant qu'elle ne disparaisse. Tour solaire. Cette structure pourrait ressembler à une bougie d'anniversaire industrielle, mais il s'agit en fait d'une centrale électrique renouvelable cachée au milieu du désert de Negev en Israël. La centrale électrique d'Achalim comprend une grande tour entourée de dizaines de milliers de miroirs disséminés sur le sol en contrebas. Ces miroirs, appelés héliostats, des panneaux qui suivent automatiquement le mouvement du soleil et redirigent la lumière solaire vers une énorme chaudière située au sommet de la tour à 260 mètres. Les températures dans cette région désertique atteignent jusqu'à 47 degrés Celsius, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'énergie solaire à réfléchir depuis les héliostats vers le récepteur solaire thermique de la tour centrale. Ce récepteur est composé d'une série de panneaux absorbant la chaleur qui entourent la chaudière. Sous le soleil du désert, ces panneaux absorbent suffisamment de chaleur pour faire bouillir l'eau à l'intérieur, créant ainsi de la vapeur à haute pression qui fait tourner une turbine et produit de l'électricité. Sans surprise, la construction de cette bougie d'anniversaire n'a pas été une mince affaire. L'entreprise de construction a commencé par produire les séries de miroirs. Elle en a fabriqué les 50 000 en 3 ans, avant de les installer dans le désert. À côté de l'ensemble complexe de circuits, d'engrenages et de moteurs nécessaires pour contrôler leur mouvement de suivi du soleil. Elle a ensuite commencé la construction de la tour creuse en béton à l'aide d'un procédé appelé coffrage glissant. Le coffrage glissant consiste à couler du béton en continu pour créer une grande structure lisse sans joint. Au fur et à mesure que le béton est coulé, les ouvriers érigent des échafaudages et des guides autour du béton qui sèchent rapidement afin de s'assurer que la structure conserve la forme correcte et que le béton reste lisse. Une fois la tour lisse comme de la soie, ils ont dû installer la chaudière de 50 mètres de haut à l'aide d'un système de câbles et de poulies pour la hisser jusqu'au sommet de la tour creuse. Une fois celle-ci fixée au sommet, la bougie a enfin été allumée par la chaleur réfléchie des miroirs, alimentant 120 000 foyers grâce à la puissance de l'étoile que nous appelons notre Soleil. Plutôt impressionnant pour une boule de gaz située à 230 millions de kilomètres, non? Combler le fossé. On a vu comment les ingénieurs creusent des tunnels sous l'eau, mais qu'en est-il lorsqu'on doit traverser des rivières et des océans? Construire un pont au-dessus d'une rivière, c'est un processus assez compliqué. La grande question étant de savoir comment poser les fondations dans une masse d'eau boueuse et détrempée. Mais les ingénieurs ont plus d'un tour dans leur sac pour mener cette tâche à bien. Dans les eaux peu profondes, la méthode de construction la plus courante consiste à utiliser des pieux battus, d'énormes tiges métalliques enfoncées dans le lit de la rivière à l'aide de puissantes machines appelées battes. Les pieux sont enfoncés, compactant la boue en dessous et deviennent suffisamment solides et stables pour supporter des charges énormes. Ces pieux servent de fondation solide et une fois répartis sur toute la longueur de la rivière, le pont est construit au-dessus. Pour les ponts plus grands construits en eau plus profonde, la construction d'une fondation solide est un peu plus compliquée. Une méthode consiste à utiliser un bâtard d'eau, une technique qui permet de créer une passerelle de terre sèche au milieu d'un plan d'eau. Les ouvriers enfoncent de grandes pales planches métalliques profondément dans le lit de la rivière, créant ainsi une enceinte étanche. Plusieurs équipements peuvent être utilisés à cette fin, notamment des grues équipées de marteaux vibrants qui peuvent à la fois soulever une pale planche et l'enfoncer dans le sol. Une fois le bâtard d'eau sécurisé, l'équipe commence à pomper l'eau à l'intérieur de la zone fermée, créant ainsi un espace sec qui permet aux ouvriers de construire des fondations du pont en utilisant des techniques de construction sur la terre ferme au fond d'une rivière. Une fois les tours du pont construites, les ouvriers peuvent sortir de l'enceinte et la remplir à nouveau d'eau, laissant derrière eux des fondations solides et bien construites qui leur permettront de construire le reste du pont. Les caissons constituent une autre méthode de construction des supports de pont en eau profonde. Ces énormes blocs de béton sont généralement construits sur terre, avant d'être mis à flot et coulés au fond de l'eau. Il existe plusieurs types de caissons. Les structures mondialement connues telles que le pont de Brooklyn utilisant des caissons pneumatiques, utilisés pour construire des ponts sur des lits de rivières les plus rocheux et les plus durs. Le caisson pneumatique est scellé à sa partie supérieure, mais son extrémité inférieure est ouverte et présente des bords anguleux, ce qui signifie qu'une fois immergé, généralement sous son propre poids, le fond de la boîte s'enfonce naturellement dans le lit de la rivière.
Une fois qu'il atteint le fond, les ouvriers injectent de l'air comprimé dans un espace situé à la base, l'air comprimé expulse l'eau de l'espace vers le sol en dessous, et la pression continue empêche l'eau souterraine de s'infiltrer à travers le lit de la rivière et d'inonder le caisson. Une fois un espace de travail hermétique créé au fond de la rivière, les ouvriers pénètrent dans le caisson par un sas, où ils s'adaptent à la différence de pression atmosphérique avant de descendre dans l'espace de travail au fond à l'aide d'un ascenseur hermétique. Ils excavent ensuite manuellement la boue et les débris rocheux du lit de la rivière, le poids du caisson le faisant s'enfoncer davantage dans le sol, tandis que l'air sous pression continue d'empêcher toute infiltration d'eau. Les ouvriers continuent généralement à creuser jusqu'à ce que le caisson atteigne le substrat rocheux ou un autre sol dur, laissant le caisson sur une base stable. À ce stade, grâce à des calculs préalables, le haut du caisson dépasse encore de l'eau, et une fois que tout le monde est sorti, toutes les cavités sont remplies de béton. Le résultat est une fondation solide et robuste sur laquelle le pont peut être construit. Alors la prochaine fois que vous passerez sur un grand pont en eau profonde, souvenez-vous, c'est un processus assez fou et honnêtement un peu effrayant qui rend une telle chose possible. La grande roue de Falkirk. Ces ponts-canaux constituent un moyen très efficace pour les bateaux de se déplacer d'un point A à un point B, mais parfois deux canaux sont situés à des hauteurs tellement différentes qu'un aqueduc ressemblerait davantage à un toboggan aquatique qu'à un pont. La roue de Falkirk en Écosse résout ce problème en reliant deux canaux séparés par une hauteur de 35 mètres. La structure est une grande roue géante qui permet aux bateaux d'entrer dans deux gondoles, hermétiques avant de les déplacer de 35 mètres sans renverser une goutte d'eau. Une fois que les bateaux ont terminé leur rotation, la porte de la gondole s'ouvre, leur permettant de repartir vers le canal suivant. La construction de cette attraction foraine hautement fonctionnelle a nécessité beaucoup de main-d'œuvre. Les 1000 ouvriers ont commencé par creuser le bassin, excavant 250 000 m3 de terre pour créer un espace relié au canal Force and Clyde existant. Ils ont ensuite construit la roue dans le bassin, utilisant 7000 m3 de béton et 1200 tonnes d'acier. La machine est énorme, mais la façon dont elle soulève les bateaux est étonnamment délicate. La roue est composée de 3 grands engrenages, un au centre, un autour de chaque gondole. 10 moteurs hydrauliques font tourner l'engrenage central et un kit de rouage plus petit permet aux gondoles de tourner en douceur autour de celui-ci, soulevant les bateaux sans les incliner. Le trajet du bas vers le haut dure environ 4 minutes, et comme la structure a été méticuleusement conçue pour être efficace, chaque cycle complet ne consommerait que l'équivalent de 8 bouilloires électriques, selon la société responsable de la roue. Aussi remarquable que soit ce fait et aussi impressionnante que soit la structure dans son ensemble, cette statistique sur les bouilloires m'amène à me demander, est-ce que toutes les mesures en Grande-Bretagne sont liées d'une manière ou d'une autre à la préparation du thé? Traversée dans les nuages. Si la roue de Falkirk, haute de 35 mètres, vous impressionne, jetez un œil au plus haut pont du monde, le pont Beipanjiang en Chine. Ce pont de 565 mètres de haut est environ 1,5 fois plus haut que l'Empire State Building. La construction du pont a été un véritable défi, l'équipe ayant utilisé 44 000 tonnes d'acier pour construire sa structure. Il est évident qu'il est difficile d'utiliser une grue pour construire un pont aussi haut dans les airs. Les ingénieurs ont donc décidé d'utiliser des méthodes innovantes pour réaliser cet exploit. Ils ont commencé par construire le pont à l'aide de méthodes éprouvées, en assemblant manuellement chaque poutre une par une. Une fois les bords du pont terminés des deux côtés du canyon, l'équipe a commencé à assembler des poutres vers l'extérieur, en fixant des câbles transversaux pour les soutenir au fur et à mesure qu'ils progressaient le long des immenses segments. À chaque étape, ils ont utilisé un accessoire spécial fixé à la grue pour soulever des poutres assemblées et les transporter sur toute la longueur du pont depuis le bas. La plateforme de la grue était ensuite prolongée au-delà de l'extrémité du pont, où chaque nouvelle section pouvait être soulevée et fixée manuellement par les ouvriers. Au bout de 5 ans, le pont spectaculaire a été achevé, réduisant le trajet à travers la vallée de 5 heures de marche à 20 minutes à pied sur l'autoroute, ce qui est plutôt formidable tant que vous ne regardez pas en bas. Turbo-tunnel. Le pont Beipanjiang a été construit en seulement 5 ans, ce qui est assez impressionnant pour un ouvrage d'infrastructure de cette taille. Cependant, en matière de rapidité de construction, personne ne peut réaliser avec ce groupe de travailleurs néerlandais qui ont réussi à construire un tunnel routier de 70 mètres en 48 heures.
Devant agir rapidement pour minimiser les perturbations du trafic, les ouvriers néerlandais ont commencé par creuser la route, créant ainsi un large trou au milieu de l'autoroute A12. À l'instar d'un chef cuisinier à la télévision, ils ont ensuite apporté ce qu'ils avaient préparé auparavant, utilisant un système de rails pour faire rouler un tunnel en béton préfet dans le trou. Une fois celui-ci en place, ils ont reconstruit la route par-dessus comme si de rien n'était. Le lendemain, l'asphalte était sèche et la route a été rouverte à la circulation. Les automobilistes ignorant tout de l'incroyable exploit d'ingénierie rapide sur lequel ils roulaient. Alors, quel exploit fou en matière de construction d'infrastructures vous a le plus surpris? Connaissez-vous d'autres techniques de construction époustouflantes? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.